Les frontières des pays n'existaient pas encore, donc si on veut comprendre la base anthropologique du peuple algérien, c'est l'origine des peuples de tout le Maghreb qu'il faut regarder. Il y a environ 7000 ans a eu lieu le réchauffement climatique. Au Maghreb, ça s'est traduit par la désertification du Sahara et par la migration des habitants vers d'autres contrées. On sait donc très peu de choses sur les liens entre les habitants du Maghreb avant le réchauffement climatique et ceux d'aujourd'hui. C'est sur des stèles égyptiennes qu'apparaissent les premières traces de l'existence de peuples de maghrébins. Vers 1300 avant Jésus-Christ, l'Égypte est attaquée par ce qu'elle appelle les peuples de la mer, des peuples venant de la mer Égée, de Sicile et de Sardaigne. À ces peuples de la mer est allié un autre peuple voisin de l'Égypte, les Libous. C'est ce nom de Libou qui sera utilisé par les Grecs pour définir la région à l'ouest de l'Égypte, la Libye actuelle. Certains auteurs grecs comme Hérodote vont élargir ce nom à toute l'Afrique du Nord, et puisqu'ils pensent que l'Afrique s'arrête au Sahara, le mot Libye sera le nom de tout le continent. Quand Hérodote décrit les peuples libyens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il va faire la différence entre des Libyens nomades et des Libyens sédentaires. Il va faire la frontière entre ces deux types de Libyens au lac Triton, le Chott el-Jalil, au centre de la Tunisie actuelle. À l'époque d'Hérodote, l'Afrique exerce déjà des colonies phéniciennes. On reviendra plus tard sur les Phéniciens, mais il faut savoir que c'est eux qui ont donné civilisation de la Méditerranée. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'un grand peuple qui se définissait lui-même en tant que tel, ou si c'est un ensemble de peuplades que les auteurs latins ont tous cru bon de regrouper sous un même nom. Les sédentaires, par contre, sont mieux connus des auteurs romains. À leur époque, on parle de Maure à l'ouest du Maghreb et de Numide au centre et à l'est. Plusieurs siècles plus tard, l'arrivée des Arabes a apporté une vision tout à fait nouvelle de ces peuples et de leur origine. Les traditions arabes du Moyen Âge sont très différentes des récits grecs. Elles s'appuient sur la généalogie. Chaque peuple du monde est défini par un ancêtre mythique, et chaque tribu est une branche de la descendance de cet ancêtre. Les autochtones du Maghreb, qu'on appelle désormais berbères, n'échappent pas à cette règle. Cette méthode peut paraître peu rigoureuse aux premiers abords, mais en réalité, elle est beaucoup plus intéressante que ce que l'on peut croire. Déjà, en donnant un ancêtre à chaque tribu, elle laisse de très précieuses informations sur la composition des confédérations tribales. Mais l'autre avantage, et non des moindres, est que les ancêtres en question sont souvent tirés de sources locales. Les auteurs arabes sont donc les premiers à avoir véritablement fait parler les berbères. C'est à travers leurs récits que la mémoire collective du Maghreb a été véhiculée. Il y a eu différentes théories sur l'origine des berbères, et la plus notable a été rapportée par Ibn Khaldun. Elle les fait descendre d'un certain Nazir, un descendant de Canaan. Canaan est le nom d'un des fils de Cham, qui est lui-même l'un des trois fils de Noé, le prophète Noé, alayhi salam. Cham a donné son nom au peuple chamitique, qui regroupe entre autres les Égyptiens, les Abyssins, les Libyens et certains peuples d'Afrique de l'Est. Canaan, le fils de Cham, a donné son nom à sa terre natale, Palestine. Selon cette tradition, Canaan a fui sa terre C'est après où la ça? défaite de son peuple contre les Hébreux et est venu se réfugier au Maghreb. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou non, mais le roi de Canaan s'appelait Goliath et le mot roi en Tamazight se dit Engelmen. Il y a sûrement un lien, ou du moins un lien linguistique. Et toujours selon cette tradition, un autre roi mythique, Ifricus, fils de Raïs, serait venu au Maghreb en provenance du Yémen. Ifricus est présenté comme l'ancêtre d'une partie des Berbères, les fameux Kutama. Il aura fallu attendre la colonisation française et le développement de la paléontologie pour avoir des nouvelles théories sur les origines des Berbères. Cette fois-ci, ce sont des théories basées sur des méthodes scientifiques. Elles ont fini par faire autorité, mais il faut quand même rester prudent et ne pas les prendre pour des certitudes absolues. Bon, on passera les théories farfelues du début de la colonisation, les théories qui présentaient les Berbères comme un peuple européen, donc ré-européanisable, et on parlera directement des études paléanthropologiques. C'est plus sérieux. Ces études donnent aux Berbères une double origine. Un peuple, qu'on a appelé Capsien, est apparemment venu du Proche-Orient il y a environ 8000 ans, poussé par la désertification. Il a ramené avec lui l'agriculture et la langue berbère. Arrivé en Afrique du Nord, il a remplacé un autre peuple, présent de plus longue date, un peuple qu'on a appelé Ibéro-Mauricien. Ces thèses sont considérées comme fiables et sont en passe de devenir une théorie officielle. Mais il est quand même bon de rappeler deux ou trois choses. D'abord, les mots captiens et ibéro-mauriciens ne sont pas des noms de peuple. Il n'y a aucun peuple qui s'est défini comme ça. Ce sont juste les noms que les anthropologues ont donnés à ceux qu'ils ont considérés comme deux faciès culturels différents. Le nom captien a été donné parce que la première découverte a été faite à Gassa, en Tunisie. Mais les gisements captiens sont surtout concentrés autour de la région de Constantine. Le nom ibéro-mauricien, quant à lui, a été donné parce que les chercheurs avaient trouvé leur premier gisement vers Oran et qu'ils avaient pensé au départ que c'était un peuple à la fois espagnol et maghrébin. Mais ils ont changé d'avis depuis. Ensuite, rien ne prouve que les Captiens aient remplacé les Ibéro-Mauriciens. Il se peut que les deux peuples se soient mélangés pour n'en former qu'un seul. Et il se peut aussi que ce soit un seul et même peuple, mais à des périodes différentes. Depuis quelques années, il y a un autre moyen d'appréhender l'origine des Berbères, les études génétiques. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant parce que ce serait trop long, mais ce qui ressort des études les plus récentes, c'est que les Berbères sont très probablement originaires du Proche-Orient, qu'ils seraient venus il y a plusieurs milliers d'années et qu'ils formeraient une très grande famille avec les populations du Levant, d'Égypte, de Libye, du sud de l'Europe et de l'est de l'Afrique. Ces résultats font donc écho aux traditions qu'on a évoquées précédemment. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la tradition orale. Mais il y a un autre peuple qu'il faut
faut absolument présenter si on veut connaître nos origines. Un peuple beaucoup moins présent démographiquement, mais qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de notre région, le peuple phénicien. Les Phéniciens étaient un peuple qui vivait au Liban. Ils pratiquaient l'agriculture, mais surtout le commerce maritime. Il y a environ 3000 ans, les Phéniciens commençaient à sillonner les côtes de la Méditerranée. Ils ont établi des comptoirs commerciaux sur les côtes, qui leur ont permis de faire des échanges et de se ravitailler pendant leur long voyage, avant de revenir à la maison. Mais avec le temps, les marchands ont commencé à habiter dans certains comptoirs. Ils ont amené avec eux leur culture et se sont mélangés aux autochtones. C'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle la civilisation punique. La civilisation punique est un genre de version africaine de la civilisation phénicienne. Mais en réalité, les mots phénicien et punique veulent dire la même chose. L'un est un mot grec et l'autre un mot latin. Mais ça désigne le même peuple à l'origine. Les Phéniciens et les Puniques se désignaient en réalité par le nom de Chénani, cananéens, le nom de leur terre. Donc si on parle de Phéniciens, de Puniques ou de Cananéens, il faut garder à l'esprit qu'on parle en réalité d'un seul et même peuple. Les comptoirs de ces marchands cananéens se développent et deviennent de véritables villes, les premières du Maghreb. Certaines d'entre elles sont les futures grandes villes du Maghreb moderne. On peut citer Tunis, Alger, mais aussi Sousse, Annaba, Béjaïa, Tripoli ou même Tanger. Très souvent, dans l'histoire de l'humanité, c'est la rencontre entre deux peuples qui entraîne les avancées civilisationnelles. Ici, l'arrivée des Phéniciens a créé un véritable Big Bang. C'est vraiment leur arrivée et leur mélange avec les locaux qui a démarré la civilisation en Afrique du Nord. Les Phéniciens sont des marchands marins. Ils sont en contact avec tous les peuples du bassin méditerranéen. Lorsqu'ils fondent des comptoirs, ils contribuent en fait à développer des liens entre l'Afrique et le reste de la Méditerranée. Aussi, autre point important, les Cananéens sont le peuple qui a inventé l'alphabet moderne. Ils ont transmis leur alphabet à toute la Méditerranée. Ça a donné naissance aussi bien à l'alphabet latin qu'à l'alphabet grec, hébreu ou encore arabe. En Afrique du Nord, l'alphabet phénicien change très légèrement. Il devient ce qu'on appelle l'alphabet punique. Cet alphabet punique sera utilisé partout en Afrique du Nord. Il donnera même naissance à un alphabet berbère, qu'on appelle l'alphabet libyque. Le Maghreb devient vite une région bilingue, à l'image de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le berbère coexiste avec l'arabe. À l'époque, le berbère coexistait avec le punique. En fonction des régions, c'est l'une ou l'autre des langues qui est plus utilisée. D'ailleurs, à ce propos, la langue des puniques est une langue cousine de l'arabe. Elle a été parlée pendant très longtemps, jusqu'à même l'arrivée des Arabes. On pense que c'est la présence de cette langue qui a facilité l'arabisation linguistique du pays. Avec l'alphabet, on peut mieux s'organiser, on développe des échanges culturels